Il est 12h02. On a quelques petites secondes, allez, 2 minutes de décalage par rapport à l'heure prévue. Néanmoins, je pense, si vous en êtes d'accord, que nous démarrions, ce qui me donne le plaisir de vous saluer, de vous accueillir pour cette rencontre virtuelle autour de la valeur immobilière de la performance durable. C'est effectivement le titre de cette rencontre. Si vous y participez, c'est parce que vous savez qu'on va parler des enjeux qui redistribuent les cartes de l'industrie de la construction au Québec, mais pas que. Alors, la question que je vais poser à nos 6 experts qui sont réunis autour de cette table virtuelle, c'est effectivement pourquoi la durabilité sera-t-elle le seul modèle vraiment rentable à long terme? Alors, c'est pas forcément fréquent que nous ayons cette occasion de réunir autant d'experts sur une scène virtuelle, des décideurs de l'immobilier durable francophone de part et d'autre de l'Atlantique. Vous le verrez, vous l'entendrez. Il est midi ici à Montréal, c'est l'heure du dîner. Alors, attrapez donc votre lunch pour suivre nos échanges. Et puis, on est d'accord, c'est aussi 18h en France, c'est un peu l'heure de l'apéro. Puis l'apéro, c'est sacré. Alors, attrapez ce que vous souhaitez pour suivre confortablement les échanges qui vont suivre. Nous avons le privilège d'accueillir Jean-Michel Champagne. Jean-Michel, tu es directeur des projets de changement climatique de Stantec. Tu seras notre grand observateur. Alors, tu vas venir à la fin du panel. Tu vas faire un petit wrap-up en bon français pour reparler des éléments clés de la conversation. Une conversation où nous aurons toujours du côté montréalais Serge Cormier. Serge, bonjour, tu es vice-président de création de valeur immobilier durable et construction au Fonds immobilier de solidarité FCQ. Et également Hugo Lafrance, président de Bâtiments Durables Québec. On traverse l'Atlantique et de l'autre côté de l'océan, nous serons avec Marjolaine Meignet-Milfer. Marjolaine, tu es la présidente de l'Alliance HQE-GDC. Nous avons également Franco Vorca qui doit être avec nous également, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France et qui est aussi président, on en parlera, de la commission CAP 2030. Et puis Olivier Lannes, qui est le directeur général de Cercal, qui co-organise ce webinaire avec Certidea, avec l'Alliance HQE-GDC, et donc le Cégep du Vieux-Montréal, qui est un établissement d'enseignement supérieur de niveau collégial à Montréal. Et pour compléter, parce que ça va être le premier que je vais appeler effectivement sur scène, nous aurons le plaisir, donc je repasse effectivement nos différents contributeurs, nous aurons le plaisir d'avoir Jean-Éric Fournier, qui est le directeur du développement durable de Covivio. Et Jean-Éric, tu es également le vice-président de HQE. C'est vrai. Nous commençons sans plus attendre avec notre première partie. Et effectivement, Jean-Éric, premièrement, on a envie de savoir, en tant que directeur de développement durable de Covivio, quelle est cette approche de l'immobilier durable dans cette structure, dans cette organisation qu'est Covivio? Alors Covivio, d'abord en quelques chiffres, Covivio c'est une foncière, c'est un investisseur foncier. Sa vocation c'est de détenir des immeubles et nous gérons nos immeubles. Les immeubles, ce sont des immeubles de bureaux qui sont situés en France, Allemagne, Italie, des immeubles résidentiels en Allemagne et puis des hôtels, plus de 330 hôtels dans une douzaine de pays en Europe. Le tout pèse 26,7 milliards d'euros à fin 2025, ce qui va faire de nous la, je sais pas, 5e ou 6e foncière en Europe. Quelque chose comme ça. Voilà, donc là, l'ESG, en fait, moi je suis en charge de l'ESG chez Covivio depuis fin 2008, début 2009. Et le rayonnement, il est sur les 360 degrés de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, ou l'ESG, l'environnemental, le sociétal et la gouvernance, comme on veut. En tout cas, chez Covivio, on a structuré notre politique ESG, pour pas utiliser le terme actuel, et plus financier, donc qui sied parfaitement à cette réunion. Autour de 4 axes, donc un axe bâtiment durable qui passe par le fait d'avoir des immeubles qui soient 100% certifiés. Alors on s'était fixé l'objectif d'avoir 100% du parc certifié à fin 2025 et c'est le cas. Donc ça s'arrose, vous avez vu que je bois de la Vadevillers pour fêter ça. On a bien sûr ensuite des ambitions fortes en matière d'économie d'énergie, d'économie d'eau, mais aussi d'émissions de CO2, qui est un driver très fort, très
structurant par rapport à la politique patrimoniale. Deuxième axe de notre politique ESG, c'est le sociétal, c'est ce qu'on fait, les actions qu'on a vis-à-vis de la société et de la ville. On va y revenir. Le social, c'est ce qu'on fait vis-à-vis des salariés du groupe. Et puis la gouvernance, c'est la gouvernance de la RSE, mais bien sûr, plus largement, la gouvernance de l'entreprise. Alors le tout et les actions qui sont menées sont jusque-là extrêmement appréciées des agences de notation dites extra-financières. Donc c'est une très bonne chose et faisons en sorte que cela continue. Et ce qui nous a permis d'être appréciés aussi de la sphère financière. Et donc d'émettre des green bonds qui sont assis Ok. justement sur la qualité de cette politique RSE. Et un premier green bond en 2016, un deuxième en 2019, enfin, je ne vais pas tous les égrener, et un EU green bond en 2025. On a été un des premiers à le sortir, je crois qu'on est les premiers à sortir en reporting EU green bond. Voilà, donc on est resté, avec je dirais une envie d'être dans les pionniers dans tous ces sujets, parce qu'on considère que c'est un sujet de valorisation. Et ça exige justement que les immeubles soient certifiés avec des niveaux particuliers, en fait, c'est ça, hein? En fait, c'est une espèce d'échelle de Richter. C'est-à-dire, si je dis j'ai pêché un poisson, il était long comme ça, on va me dire ouais, c'est bien, c'est super, mais bon, j'en sais pas plus. Si on arrive à se situer par rapport à un cadre méthodologique qui est partagé, qui est transparent, qui nous rend comparables, alors là, ça change de vitesse forcément. Très bien. Et alors, Et justement, sur les tout- territoires, parce que oui. j'allais justement t'interroger sur les territoires sur lesquels vous opérez en Europe, il y a des cas particuliers, peut-être notamment, je crois, en Allemagne. Sur les certifications qu'on utilise en France, c'est beaucoup HQE, forcément, BREEAM aussi. LEED a très très peu pénétré le marché. En Italie, on a un seul immeuble qui est Itaca, et les autres immeubles, c'est plutôt LEED, sauf en exploitation, où là, c'est plutôt du BREEAM In-Use. Et en Allemagne, on a un parc résidentiel de 40 000 logements. Donc là, Ok. c'était un méga sujet à lui tout seul. Et donc, on a opté pour HQE exploitation. Et je pense qu'on a été les premiers, je ne sais pas s'il y en a d'autres, qui ont un patrimoine 100% certifié HQE exploitation. Parce que souvent, en fait, c'est les meilleurs immeubles. Mais là, en fait, c'est l'ensemble du parc. Très bien. C'est assez colossal. Quand on regarde un peu les bénéfices justement que ça représente pour ce programme, parce que c'est aussi le témoignage qu'on a le souhait d'approfondir avec toi, il y a un vrai bénéfice à la fois sur la performance du bien, mais aussi enfin, des biens, plus exactement, et la pérennité de cet actif que vous avez retrouvé grâce à cette démarche. L'Allemagne, c'est pas comme la France, on s'entend. C'est quand même des prérequis qui sont particuliers, un mix énergétique qui est sans doute différent, et finalement, Oui, d'autres alors attentes. effectivement, ça a voulu dire d'abord qu'il fallait adapter HQE exploitation au cadre réglementaire allemand. Ok, Donc ça, en fait, c'est forcément pas nous qui le faisons, hein, c'est Cercal, c'est Sortivea dans ce genre de cas qui ok, intervient pour faire évoluer le référentiel. Et le référentiel, c'est la règle du jeu qui est posée et qui implique un certain nombre de modes de preuve pour constater qu'on atteint tel niveau ou tel niveau ou tel niveau. Donc en fait, c'est ce qu'on peut dire, c'est que ça qualifie la performance à la fois des immeubles, la qualité des bâtiments et la qualité du suivi. Effectivement, comme tu indiques sur l'énergie, sur un certain nombre on a tout un tas de KPI qui doivent être suivis, donc montrer que tout cela est déjà fait. Et puis l'autre volet, en fait, c'est la gestion environnementale des biens. Donc, ok, c'est la preuve qu'on a une gestion environnementale des biens qui est extrêmement qualitative. Alors très après, bien. ce que ça vaut pour le locataire, si tu veux, le locataire est moins sensible au fait que ce soit LEED ou HQE ou voilà, les labels, en fait, à part TUV, les Allemands ne connaissent pas trop les autres labels, et particulièrement au niveau des particuliers. Si tu veux, au niveau des entreprises, oui, bien sûr, ils connaissent en Allemagne des GNB, où ils connaissent les grandes certifications.
mais HQE, pour des particuliers, ça dit pas la même chose. Par contre, quand on leur explique que c'est un enjeu pour tout ce qui est confort hygrométrique, acoustique, visuel, tous les sujets de qualité de l'eau, qualité de l'air intérieur, etc., là, ça leur parle beaucoup. Et donc, ça devient davantage un sujet d'attractivité. Je comprends. Je Voilà, comprends en tant que parfaitement. propriétaire, c'est plus un sujet, on y reviendra bien sûr, hein, Mhm. euh, mais c'est plus un sujet de liquidité. Je pense que nous avons un petit point technique. Il est possible qu'il y ait une légère déconnexion du côté de Jean-Éric, mais ce qui me permet de rebondir, on y reviendra de toute façon, il a bien précisé. On reviendra sur sur Ça a cet coupé. exemple. Ah, voilà, ça y est, Ouais, non, je suis désolé, ça a coupé, je sais pas ce qui s'est passé. c'est les aléas du Voilà, direct et de j'indiquais que la pour le transatlanticité. propriétaire, c'est plus un sujet en fait de Ok, financement. Aujourd'hui, dans les gros drivers, il y a pour nous à la fois ces sujets de certification qui sont forts par rapport aux sphères financières. Après, il y a les enjeux autour de la taxonomie. Donc ça, c'est une règle du jeu européenne qui, en gros, définit ce qui est vert ou ce qui l'est pas. Et puis les sujets autour de la trajectoire carbone, comme je les ai évoqués tout à l'heure, qui sont extrêmement structurants. super. Mais merci beaucoup Jean-Éric parce que c'est un témoignage qui permet de mettre la table, comme on dit ici, sur un sujet clé. Et on va se concentrer sur le résidentiel, c'est un des sujets qui nous concerne. Évidemment, ça concerne aussi le commercial, le mixte, on en a aussi ici. Donc, on va passer dans cette seconde partie de notre rencontre. Et puis, je vais te proposer, Hugo, justement, de nous offrir un espèce de petite photographie de la durabilité ici au Québec, notamment au regard de ce que font les acteurs financiers. Oui, C'est un avec point. plaisir. Ben, Jean-Éric a bien mis la table pour faire la transition. Donc, sans partir sur un long exposé risqué sur résumer tout le marché en, en moins d'une minute, euh, quand même, quelques distinctions, je pense, à reconnaître sur le marché québécois. On a déjà contextualisé que c'est somme toute, un petit marché à l'échelle nord-américaine. Euh, D'ailleurs, donc très content d'être en discussion aujourd'hui sur ce panel avec une perspective internationale, parce que c'est ça. Donc, le Québec évolue forcément donc, dans le contexte nord-américain. On y retrouve des joueurs proactifs, des leaders dans le marché immobilier. Je me permets de citer forcément le Fonds immobilier solidaire de la FTQ. Vous aurez le plaisir d'entendre Serge dans quelques instants, donc je ne vais pas parler pour lui. Mais donc, dans le contexte de ce système financier global, donc, je pense que le Québec a un œil sur ce qui se passe à l'international. Ici, pour moi, le marché est, somme toute, j'oserais le qualifier d'encore peu mature en termes de SG. On a parlé de la certification LEED notamment ou d'autres systèmes d'évaluation depuis une vingtaine d'années sur le marché voilà, qui ont une reconnaissance certaine, qui est un outil qui a eu un taux d'adoption quand même élevé, peut-être plus élevé dans d'autres marchés que dans le marché résidentiel. En public, en commercial, il y a quand même une certaine adhésion. Euh, En résidentiel, peut-être le plus petit résidentiel a connu un certain succès avec LEED. Donc, on pourra en parler un peu plus. Puis pour moi, c'est un peu cette rencontre-là absolument nécessaire et porteuse pour la suite entre les institutions financières et, disons, tout ce qu'on pourrait regrouper ensemble dans la performance durable de l'immobilier. Donc, sans vouloir les dissocier, pour moi, c'est un peu la rencontre, dans le fond, de cette expertise-là euh, en durabilité et de la finance durable, si on veut. Donc, pour faire ce rapprochement-là nécessaire sur l'ESG, alors que les actions, disons, largement dans le marché sont, somme toute, peu, voilà, peu adoptées. Donc, il y a du chemin à parcourir. Donc, il y a des opportunités dans le marché, assurément.
Mais donc voilà, on voit des leaders dans le marché qui ont pris position, mais c'est ça, une perspective plus large là, que je qualifierais, on est assez tôt dans la courbe d'adhésion. Oui, ça veut dire qu'en fait, c'est aussi un peu le rôle des certifications, quelque part, de déminer, ou je crois que le mot qu'on emploie là, c'est dérisquage, c'est ça? C'est dérisquer, c'est ça? Oui, ben nous, c'est un des propos qu'on tient, dans le fond, Bâtiment durable Québec ou dans ma vie professionnelle de tous les jours, en consultation avec des institutions financières. euh, Moi, je me permets de reconnaître que les banquiers ne sont pas nécessairement des experts en durabilité. Donc, je refais ce lien-là donc, entre cette nécessaire rencontre entre ces deux univers. Euh, et le fait que les certifications existent, donc, elles ont fait leurs preuves, des certifications comme LEED, HQE, Bâtiment Carbone Zéro, WELL, donc qui, sans nécessairement offrir des garanties de performance, ont permis d'uniformiser le langage dans le marché. Donc, les professionnels, les entrepreneurs, donc, savent comment naviguer aujourd'hui avec ces outils. Ça vient avec une certaine robustesse, une certaine facilité du fait qu'il y a une vérification de tierce partie rigoureuse qui n'oblige pas donc les banques, par exemple, les prêteurs, à être des experts absolus sur ces thématiques et toutes ces variantes, mais à pouvoir s'appuyer sur ces outils et leurs mécanismes. Très clair. Alors, effectivement, quand on regarde ce point du dérisquage, alors Franck Ovorka, qui devait être parmi nous et qui a vraiment un impondérable et qui nous prie enfin, on l'a excusé auprès de vous, nous disait lors de la phase préparatoire, finalement, un actif immobilier, c'était relativement simple. Je reprends un peu ces mots. Il disait que ça reposait sur 3 piliers. Je vais t'interroger justement, Serge, sur ce point, avoir plutôt ton ressenti. Il parlait d'utilité, de rentabilité et de risque. Et ce qu'il nous évoquait, c'est finalement que les études montraient que la rentabilité, ce n'était pas forcément ce qu'on augmentait de façon drastique à travers la durabilité, mais que c'est justement au niveau du risque qui avait finalement le meilleur facteur de promotion de la durabilité. Ce qu'il disait, c'est que l'obsolescence menace de plus en plus d'actifs. Alors, c'est valable ici au Québec, évidemment en France, mais c'est souvent le dernier investisseur qui va payer la note. Alors, je pense que tu es un peu en phase avec ce point, Serge, notamment au niveau du dérissage. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Euh, c'est intéressant de parler de dérisquage. Puis, tu sais, nous, on le voit dans notre écosystème ou dans notre industrie. Sans une réglementation ambitieuse, tout devient une question de valeur ou de morale. À ce moment-là, on se tourne évidemment vers la finance et vers le rendement. Alors, sur notre territoire, c'est un des éléments qui fait en sorte, puis Hugo le disait très bien tantôt, qu'on est dans un marché émergent, disons, du point de vue du bâtiment durable, parce qu'on focus beaucoup sur la finance et le rendement plutôt que sur l'environnement présentement. Et on a peu d'outils pour y arriver du point de vue réglementaire. Pas que ce soit en évolution présentement, mais en fait, euh, on n'a pas les confirmations qu'on souhaiterait bien avoir dans notre marché. Donc, le dérisquage, à mon avis, passe d'abord par une approche pragmatique qui est centrée sur la qualité intrinsèque de l'actif. Hein. Puis à ce titre-là, je dirais que le chapitre 1 du livre Comment développer et construire un bâtiment durable de qualité, ben, ça devrait commencer par une concentration sur le contrôle de qualité de ce qu'on construit. Quand je dis un contrôle, ça devrait être un contrôle absolu. Il n'y a aucune raison qu'après 6 mois ou après 6 ans, on doive recommencer des ouvrages ou des parties d'ouvrages parce qu'ils ont mal été contrôlés au moment de leur construction. Donc, point numéro 1, contrôle de qualité lorsqu'on fait du bâtiment durable. À cela, j'ajouterais un élément qui est super important puis qu'on n'a pas encore résolu au Québec, quoique Franck me disait qu'en France, je pense que ça a été résolu, en tout cas du moins partiellement. C'est la question de l'évaluation agréée. Donc ici, nos évaluateurs agréés, quoi qu'ils sont extrêmement de bonne foi, disposent pas nécessairement des outils qui leur permettraient de donner la pleine valeur à un actif qui contient une haute performance environnementale.
ils regardent avec ce qu'ils ont comme coffre à outils. Ils vont regarder dans le miroir, dans le rétroviseur, pour voir ce qui se passe derrière, puis trouver des comparables pour être en mesure de donner ces justes valeurs marchandes-là à nos actifs. Mais quand on est en bâtiment durable, généralement, on est aussi en innovation. Et l'innovation n'a pas été faite nécessairement dans le passé. Ça fait que ça commence à être difficile de faire un raccord entre la valeur de ce qu'on est en train de construire versus la valeur de ce qui a été construit, même si c'est relativement récent. Il y a quelque chose là que je pense qu'il va falloir qu'on solutionne au Québec parce que ça nous empêche d'avoir les vraies valeurs de nos bâtiments durables. Un exemple de ça, c'est que, moi je l'ai vu, on est en train de construire un projet à Terrebonne avec une structure de bois massif de 12 étages de haut et, euh, et la juste valeur marchande est fixée à peu près seulement sur le loyer perçu. Et nos loyers sont en compétition avec les loyers de la construction traditionnelle autour de nous. Ça veut donc dire qu'on ne va pas chercher des loyers plus importants. De toute façon, le marché au Québec est maintenant saturé du point de vue des loyers, on ne peut plus les augmenter. Ce qui fait, entre parenthèses, que je ne pense pas que le bâtiment durable va prendre une valeur supérieure. Je pense que le bâtiment traditionnel va brunir et perdre de la valeur avec le temps. Puis c'est les loyers probablement qui vont plafonner cette capacité-là à donner de la valeur à l'actif durable. Puis je vous dirais aussi qu'un bâtiment durable, ben, puis souvent certifié, parce que dans notre cas, ce n'est pas systématique, la certification. Ben oui, effectivement, ça réduit le risque d'obsolescence, particulièrement du point de vue réglementaire et financier. Encore faut-il que le point de vue réglementaire soit suffisamment ambitieux. Et, ça améliore aussi l'attractivité de l'actif du point de vue du confort et de la rétention des usagers ou des locataires qui y vivent. C'est intéressant ce que tu dis, Serge. C'est finalement comme vouloir regarder le futur à travers des lunettes qui sont finalement des espèces de simples rétroviseurs. Fait qu'on veut aller regarder de l'avant, mais en fait, on regarde uniquement dans le passé. Quelque part, c'est un peu ça le rôle de la certification, c'est d'aider à avoir des lunettes qui permettent d'aller de l'avant. Oui, ça en fait partie. Pour moi, la certification est nécessaire. C'est un outil de vérification qui est puissant. C'est une forme d'audit qui est faite par un tiers reconnu puis qui est indépendant. Puis, comme tantôt Jean-Éric le disait, je pense que ça uniformise aussi euh, ce qu'on a intégré comme critères liés à la haute performance environnementale dans nos projets. Je souhaite qu'ici, au Québec, on puisse retrouver la réelle valeur créée par les certifications, mais ce n'est pas encore chose faite présentement. À l'exception peut-être du bureau, là, qui est une classe d'actifs un peu différente, parce que le bureau, souvent les locataires qui vont rechercher des espaces certifiés ont ça dans leur valeur, ont ça dans leur curriculum corporatif, puis ils souhaitent miser là-dessus pour promouvoir leur approche vis-à-vis du bien-être de leurs employés. Tu sais. Mais en résidentiel, nous, on n'en est pas là encore. Si on y réfléchit bien en attendant que la réglementation ne se resserre, il pourrait peut-être être intéressant de proposer des certifications à la carte qui permettraient, par exemple, à un investisseur de garnir son projet, je dis garnir entre guillemets de son projet, de tout ce qui fait partie de ses valeurs environnementales profondes, sans nécessairement investir là où il voit une priorité moindre. Donc, il pourrait pousser son argent, son investissement en lien avec ses valeurs, sans être obligé de cocher une grille qui vient lui donner un score, par exemple, qui finit par y attribuer un niveau de certification. Ce que ça permettrait aussi de tenir compte, ça permettrait aussi de tenir compte de l'écosystème dans lequel on construit. On n'a pas tous le même écosystème. Puis même d'une région à l'autre, ici au Québec, on voit que les attentes ou les visées ne sont pas toujours les mêmes. Alors, ça permettrait de créer une valeur maximale, à mon sens, avec les outils dont on dispose. L'important, c'est de faire le premier pas précieux là, qui doit être fait dans un cadre qui permet de créer la valeur là où on a besoin qu'elle soit créée. Et non, finalement, ce que tu disais, pour éviter finalement un risque de surinvestissement qui serait finalement non récupérable. On met la bonne valeur au bon endroit pour le bon usage. Quelque part, c'est le rôle un peu de la certification. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marjolaine, avec ton regard justement à la fois français, puis en tant que présidente de l'Alliance HQE GBC, je précise. Bonjour à tous. Peut-être que tu veux même représenter un petit peu.
Si tu veux, je peux effectivement. Je suis sans doute moins connue que Serge. Du coup, effectivement, alors je rebondis sur ta question. Le rôle de la certification pour une association comme la nôtre, donc l'Alliance HQGBC, c'est une association d'utilité publique qui existe depuis 30 ans, qui a été impulsée à l'époque par les pouvoirs publics et les filières pour dire en France, ça va être quoi ce sujet du développement durable dans le sujet bâtiment, immobilier, infrastructure, aménagement du territoire. Et donc, pour définir ensemble les cadres des règles du jeu communes, en fait, sur ce sujet. Ça a donné lieu à une vision, en fait, une approche multicritère de la performance environnementale. Donc ça, c'est important. Le sujet multicritère, c'est de se dire que, en gros, les enjeux énergie, carbone, biodiversité, mais aussi le bien-être des occupants, tout ça, ça a une place qui doit être équilibrée dans la performance durable. Et ça repose sur 4 piliers qui est à la fois la performance économique, la performance environnementale, le management responsable et aussi la qualité pour les usagers, le confort et le ressenti pour les usagers. Il faut vraiment qu'il y ait une création de valeur pour l'usager. Et donc tout ça, cette vision-là, elle s'est construite de façon visionnaire, on peut dire ça comme ça à l'époque. Et derrière, c'était et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on concrétise? Comment on met en œuvre? Et c'est là que la certification et le partenariat avec nos certificateurs, donc Cercal et Certivea. Donc Cercal, c'est une filiale de l'association Qualitel, qui est une autre association qui a été impulsée, elle, il y a 80 ans par les pouvoirs publics sur le thème comment faire pour que la qualité du logement remonte, en fait, à un moment donné où il y avait une dimension sur les volumes et qu'on sentait une perte de qualité. C'est comme ça que l'association Qualité s'est créée. Et c'est pas un hasard, si tu veux, que ce soit Cercal qui porte la certification HQE et Certivea, qui, elle, est une filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment en France, le CSTB, que vous connaissez sans doute, qui est du coup notre autre porteur sur la partie tertiaire. Et là encore, c'est pas un hasard que ce soit deux structures qui ont comme ça des fortes valeurs d'utilité publique qui portent les certifications en France HQE. Et donc, pour nous, c'est quoi? Pour une association, c'est de contrôler que la vision se met bien effectivement en œuvre. C'est de se dire, on dit des choses, mais concrètement, ça se traduit comment sur le terrain? Et la certification, elle sert à ça. Elle sert à prouver, à mettre en œuvre ce qui a été dit quelque part, de s'assurer que c'est bien le cas et que ça a bien été fait. Et pour nous, ça reste un outil, en fait, de suivi de la performance environnementale. C'est les pionniers qui s'engagent dans la certification. La certification, elle a comme rôle d'ouvrir la voie, en fait, à ce qui va venir. Et quelque part, ces pionniers-là, à la fois, il y a ce retour d'expérience, ils s'engagent volontairement dans cette démarche-là, et c'est sur leurs engagements qu'on construit ce qui va venir. C'est leur retour d'expérience et leur confrontation au réel qui fait aussi qu'on continue d'engranger de l'information pour aller plus loin. Donc ça, c'était le lien avec l'Alliance HQE. Et je pense que les autres sujets, c'est que dans la durée, pour une entreprise, là, Serge le mentionnait un petit peu, il y a trois intérêts. Premier, c'est d'être validé soi-même comme pionnier, de voir qu'on fait partie de ces pionniers qui poussent les choses vers l'avant et d'être reconnu pour ça. C'est aussi d'avoir un outil interne d'amélioration continue de ces process et durablement, c'est-à-dire du début, du moment où on commence le projet jusqu'au moment où on le livre et où on le met sur la maintenance, avoir cette dimension de suivi et de la performance et de la qualité sur la durée. Donc, c'est aussi un outil interne. Et enfin, c'est évidemment maintenant des enjeux de reporting qui sont assez importants. Et pour les politiques publiques, les pouvoirs publics, la certification, c'est encore un autre sujet. C'est quelque part justement écrire le chemin de ce qui va venir, en fait, en termes d'avenir. Et quand tu as 100% de gens qui sont certifiés, en fait, ça s'appelle une réglementation. Donc, quand tu te retrouves avec l'idée que c'est ça, en fait, le chemin. Et donc, si on arrive à écrire une certification qui pave le chemin de ce qui vient et qu'en fait, on arrive à diffuser cette certification de sorte à ce qu'elle soit de plus en plus élargie, en fait, c'est un outil d'appropriation des enjeux de réglementation quand ils se présentent. Ça veut dire qu'on a déjà 20-30% du marché qui s'est confronté à un enjeu et qui, du coup, s'en sert. Et donc, très concrètement, pour rebondir à nouveau sur les propos de Serge, quand il parle d'une certification à la carte, c'est un peu ce qui se passe dans un territoire. Par exemple, en région, en France, on va avoir des partenariats entre la certification HQE et des régions qui vont mettre en lumière certains sujets qui sont plus importants, plus prioritaires pour eux d'un point de vue de ce qu'ils veulent faire advenir sur le territoire et qui, du coup, vont permettre de construire et de structurer, en fait, la filière pour qu'elle s'organise et qu'elle se confronte à ces enjeux-là. Et quelque part, ça écrit le chemin de là où on veut aller. Donc, en fait, c'est vraiment un sujet de partenariat entre les acteurs, finalement, d'une filière et la vision de où est-ce qu'on doit aller en tant que filière et
en lien avec la vision des pouvoirs publics aussi. C'est ce chemin-là qu'il faut écrire ensemble, et c'est là qu'il y a vraiment de la force qui se fait et qu'on peut parler de partenariat qui est vraiment performant et durable. Et justement, dans cette amorce qui est en train d'être mise en place, de présidente française, on va passer à président québécois. Je vais te passer la parole, Hugo. Est-ce que justement, au travers de ce que dit Marjolaine, il y a un momentum pour unir cette action au niveau de la francophonie? Je ne fais pas de la géopolitique de comptoir en parlant de notre voisin du Sud. Mais voilà, est-ce qu'il y a un moment clé pour pouvoir travailler ensemble dans cette sphère francophone? Oui, ben, j'ose croire qu'il y a une opportunité, puis ben, de la nécessité, encore une fois, d'échanger entre nous pour défricher ce terrain-là, puis identifier ces opportunités ensemble, parce que ben, pour revenir au contexte québécois, quand même, là, je disais, bon, il y avait des vents de travers, là, maintenant, je pense que c'est des vents de face. Donc, très difficile de naviguer présentement. Non seulement il y a une certaine incertitude, en fait, ou une incertitude certaine dans le marché. Donc, pas besoin d'expliquer davantage avec justement notre voisin du Sud. Mais donc, même nos institutions publiques, provinciales, fédérales, je pense, ont reculé sur certains enjeux dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, un peu pour préserver notre résilience économique. Donc, on est passé quand même, je pense, d'un certain momentum sur la résilience climatique, sur justement, je pense, un certain momentum en immobilier durable à une attitude un peu plus conservatrice politiquement, économiquement, pour justement préserver une certaine résilience économique. Donc, bien honnêtement, c'est un moment particulier, hein, donc qui a été bousculé par la politique, par la géopolitique. Donc, c'est ça. Présentement, moi, je suis vraiment curieux de voir comment ça va évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il y a quand même des avancées. Montréal, qui a joué un certain rôle de leadership dans le marché immobilier. Québec, maintenant, là, qui est dans l'adoption, les phases finales de l'adoption de son règlement sur la cotation, divulgation, de la performance environnementale des bâtiments, donc qui nous rapproche d'un système qui est plus connu en Europe, là, comme l'étiquetage énergétique. Donc, voilà, il y a peut-être ce lien-là qui va nous rapprocher en quelque sorte, là, pour lequel plusieurs joueurs dans le marché là, ont un certain espoir que ça nivelle vers le haut. Donc, comme les bâtiments existants seront cotés et devront divulguer une performance, mais donc le règlement comme tel là, pour le Québec n'est pas encore adopté, donc à venir. Merci beaucoup, Hugo. Alors, justement, on parle de ces spécificités géographiques. Contrairement à la France et à l'Allemagne, le Québec, on bénéficie effectivement d'une énergie qui est renouvelable, qui est très abondante, peu coûteuse, peut-être trop peu coûteuse. Parfois, ça affaiblit un peu le signal pour encourager l'efficacité énergétique, on en convient tous. On peut peut-être là mettre la focale sur l'usager. J'ai envie de t'entendre, Jean-Éric, justement sur le constat que vous faites justement sur le parc résidentiel allemand, et pas que, hein, sur l'ensemble du parc, quand on met la focale sur l'usager. Alors, sur l'usager, il y a un avant et un après Covid. Tous les sujets de confort, santé, bien-être et productivité ont pris une dimension et un relief différent depuis cette crise sanitaire. Alors, évidemment, si on a des immeubles qui sont certifiés et qui vont très loin dans ces sujets, forcément, c'est privilégié. Et puis, en matière de bureaux, c'est devenu quelque chose de très fort. Après, par rapport à ce que disait Serge tout à l'heure sur le dérisquage, je suis complètement en phase avec certains aspects, mais sauf qu'à l'arrivée, en France, on est juste à l'envers. C'est-à-dire que chez nous, c'est pas en faire moins, mais c'est toujours en faire plus. C'est-à-dire que le HQE, BREEAM, LEED sont en fait un socle. Et en fait,
On va plus loin, par exemple sur l'énergie, on va aller chercher le label Effinergie+. Sur la biodiversité, on va aller chercher le label Biodiversity ou d'autres labels. Sur la connectivité, R2S ou AirScore. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais en fait, on a un socle commun. Et ce socle commun, alors ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est Hugo qui l'a dit, c'est un vocabulaire commun, mais c'est aussi un moyen de mettre tout le monde en synergie. Et en fait, en mettant tout le monde en synergie, c'est depuis l'architecte, les bureaux d'études, les gens qui construisent, les gens qui entretiennent, et à un moment, le locataire aussi, il va faire partie de l'histoire. Alors, c'est très vrai en bureau pour différents aspects, notamment serviciels, mais en résidentiel, de plus en plus. Donc, parce qu'on peut avoir des jardins, parce qu'on peut avoir tout un tas de choses où on va avoir un locataire qui sera acteur. Et puis, sur la remarque de Serge par rapport au montant du loyer, alors, moi, je dirais que on va se situer quand même sur du haut de gamme, sur nos produits, et donc par rapport à une fourchette de loyer, on sera plutôt sur le haut de la fourchette, euh, avec des baisses de dépenses, alors énergétiques et eau, comme tu disais, Olivier, à l'instant, C'est c'est la pas même un ici. marqueur profond pour le Québec. Par contre, en termes d'image, de notoriété, notamment en bureau, c'est très fort. Et puis j'ai évoqué confort, santé, bien-être. Donc on va avoir un loyer qui sera plutôt bien situé, des charges qui seront plutôt allégées. Et donc si on raisonne par les cash flows, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des délais de commercialisation qui sont plus rapides sur les immeubles verts. Ou à l'inverse, si on veut voir le verre à moitié vide, c'est plus une galère maintenant de louer un immeuble qui n'est pas vert. On va avoir des travaux de mise aux normes qui seront moins importants durant la période des cash flows parce qu'on a un immeuble qui est très performant, qui va au-delà de la réglementation, qui dépasse les normes, hein. Les certifications, ce n'est pas des normes, on va au-delà des normes et des certifications. Donc forcément, on aura moins de travaux de mise aux normes à réaliser pendant la période de cash flow. Et puis on observe, il y a plusieurs études là-dessus, un délai de rétention plus long du locataire. Les locataires restent plus longtemps dans les immeubles verts que dans les immeubles pas verts. Et enfin, alors, si on se situe sur du bureau, on aura, ou de l'activité, on aura des franchises de travaux, de loyers qui seront moins importantes et les accompagnements de travaux au départ qui seront moins importants. Et si on en vient au résidentiel, sur les 3 premiers axes, on voit que même à loyer égal, un immeuble vert, c'est plus intéressant. Et puis, si on regarde par les rendements, puisque des questions tout à l'heure d'obsolescence. En fait, si on raisonne par les taux de rendement, on aura une prime de risque plus faible du fait des risques d'obsolescence. On aura une meilleure prime de risque sur le chapitre de la liquidité. Là, pour le coup, comme les immeubles verts, il y en a moins, tout le monde doit en acheter, donc c'est très liquide. Et puis, du point de vue de la réglementation, on est moins exposé, donc on a un risque réglementaire plus faible. Donc là aussi, même à loyer égal, en principe, ça vaut un peu plus cher. Cela dit, c'est vrai que les experts en évaluation, aujourd'hui, regardent surtout le montant du loyer, la qualité des signatures des locataires, est-ce que j'ai des impayés, est-ce que j'aurai des travaux à faire. Et donc, ce que je viens d'évoquer à l'instant sur les cash flows et sur les taux de rendement, ils l'intègrent sans s'en rendre compte, mais ils l'intègrent aussi, normalement, c'est de toute manière intégré. Ah ouais, merci beaucoup Jean-Éric pour ça, parce que justement, Serge, on sait, parce qu'on en a parlé lorsqu'on a préparé cette table ronde, qu'on atteint un certain plafond de ce que l'usager est en mesure et prêt à payer pour son logement. On en a dit il y a quelques instants encore, la performance énergétique, c'est très important, mais hormis pour un engagement personnel, on ne voit pas forcément l'effet sur la facture énergétique, donc ce n'est pas un argument forcément suffisant. Mais est-ce qu'on ne fait pas l'erreur parfois, peut-être au Québec, de réduire l'usager à un simple spectateur de cet enjeu? Ben, j'ai l'impression que parfois on fait les frais d'un modèle qu'on a mis en place qui est le suivant. On inclut l'énergie dans le coût du bail, dans le coût du loyer. Donc, c'est le promoteur qui va bénéficier des économies s'il construit à haute performance énergétique. Ce qui place l'usager dans une situation où c'est comme si tout était gratuit ou à peu près, tu sais. Donc, on le voit ici à moins 30 degrés Celsius à l'extérieur, il y a des fenêtres ouvertes, puis les gens ventilent leur appartement parce que c'est confortable de dormir en plein air. Mais il y a un coût à ça, tu sais. Et l'autre élément, c'est qu'il
il y a aussi cette tendance-là à fournir les 5 électroménagers dans un appartement. Donc, le locataire arrive avec son baluchon et repart avec son baluchon aussi facilement qu'il est arrivé. Ce que ça fait, c'est que les voisins, les compétiteurs, au moment où on met, tu sais, ici au Québec, on renouvelle, tout le monde déménage le 1er juillet, sinon il y a mort d'homme. Et, ce qui se passe, ben, c'est que les compétiteurs vont offrir 3 mois de loyer gratuit ou des éléments comme ça parce qu'ils ont de la difficulté à louer leurs immeubles. Et donc, le baluchon est préparé, merci, bonjour, puis on change d'immeuble, tu sais, pour avoir cet escompte-là des 3 mois dont je parle. Mais là-dessus, je dirais, oui, c'est important de placer l'usager au centre de nos conversations quand il est question de développement durable parce que, à mon avis, nos certifications sont souvent faites par l'industrie, pour l'industrie. Les effets collatéraux de tout ça, bien évidemment, ça touche l'usager et son bien-être, il faut le reconnaître. Et il est au cœur de l'actif, donc lui, il y travaille ou il y vit, en tout cas, il le fréquente. On a fait, nous, des groupes de discussion, des focus groups, et pour se rendre compte que les termes comme résilience ou obsolescence, ça ne les touche, mais vraiment pas du tout. Alors, ce qui les préoccupe, il faut quasiment référer à la pyramide de Maslow pour comprendre ce qui les préoccupe. Ici, on voit que les besoins physiologiques sont au numéro 1. On parle de respirer, boire, dormir, se loger, se défendre contre les intempéries. Alors, si tu dis que ton actif, c'est un actif à haute performance, ça ne veut pas dire grand-chose dans notre marché. Si tu dis qu'il va subir moins de pannes électriques ou elles vont être moins prolongées, en cas, par exemple, de verglas ou d'éléments climatiques comme celui-là, oh, là, ça commence à parler. Même chose si tu n'es pas placé dans une cuvette et que tu n'es pas inondé systématiquement été après été, bien, ce sont les éléments maintenant que la clientèle chez nous va retenir. Second rang, besoin de sécurité. On est au niveau de la santé, de la sécurité financière, on est un environnement sûr, par exemple. Donc, à partir du moment où on comprend ça, il va suivre le besoin d'appartenance, puis on s'en va comme ça jusqu'au pied de la pyramide en question. Donc, à partir du moment où on a compris ça, ben, on commence à déplacer un peu nos investissements, mais surtout la façon dont on vend l'investissement à nos locataires. Et je le constate, nous, on se parle là, des professionnels, les architectes, nommez-les, tous les gens qui travaillent dans l'industrie, avec le vocabulaire qu'on connaît, puis tout le monde se comprend bien, puis ça va super bien là-dedans, là. Mais quand on le pousse au niveau de l'usager, c'est complètement une autre paire de manches. C'est essentiellement à ça, je pense, qu'on doit réfléchir lorsqu'on développe et qu'on construit un actif du type bâtiment durable pour un usager. Tous les autres critères sont importants, mais je ne pense pas qu'ils aient besoin d'être portés publiquement hors des sphères spécialisées dont je viens de parler. Et on n'a pas parlé des acteurs publics, notamment des municipalités. Je présume qu'elles soutiennent les démarches justement engagées vers différents actifs. C'est le paradoxe le plus total. Hein. Nous, on travaille beaucoup à faire en sorte que nos évaluateurs agréés reconnaissent la juste valeur marchande de nos immeubles lorsqu'on y a fait un investissement d'importance en bâtiment durable ou un investissement vert. Mais en parallèle avec ça, il y a des villes, là, le marché ne reconnaît pas nécessairement la valeur. Les villes, quand ils vont taxer l'usager, bien, eux autres vont reconnaître cette valeur-là et vont donc monter leur niveau de taxation pour certains de ces actifs-là qui sont certifiés, par exemple, entre autres. Alors, on parle un peu des deux côtés de la bouche présentement. Je pense qu'on n'est pas encore mûr pour le discours. Oh, OK. Bon, alors, ça veut dire que les évaluateurs, ils savent quand même un peu le prendre en compte, mais bon, il y a encore du chemin. Alors, justement, en préparant cette rencontre... Ah, pardon, excuse-moi. J'allais dire, tu sais, nos évaluateurs agréés, bon, je cogne dessus un peu, là, mais en fait, comme je le disais tantôt, ils n'ont pas nécessairement le coffre à outils, mais il faut reconnaître aussi que en bout de ligne, la valeur de ton actif, c'est l'acheteur qui va la donner. Tu sais. Et si l'acheteur, lui non plus, n'est pas au rendez-vous, ben, l'évaluateur pourrait faire une évaluation, mettons, qui serait supérieure à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais si l'acheteur ne le reconnaît pas, ça vaut rien. Je comprends. Alors justement, quand on parle de cet acheteur,
Je vais t'interroger, Marjolaine, parce que quand on a préparé cette rencontre, mon collègue Simon Broder parlait de quick win, notamment ici les thermopompes qu'on a installées, qui étaient largement subventionnées et qui permettaient assez naturellement de voir des bénéfices en termes de performance dans les unités de logement. En France, il y a eu des incitatifs, comme MaPrimeRénov', par exemple. Est-ce que c'est des choses qui ont marché? Est-ce que ça a fait bouger les investisseurs? Je crois que quand ton micro est encore coupé, Avec c'est le parfait. micro, c'est mieux. Ben oui. Est-ce que tu me permets de rebondir d'abord sur ce que tu viens Ben de oui, te vas-y, dire avant de te vas-y, parler de vas-y. MaPrimeRénov'? Ben En oui, bien fait, moi, sûr. ce que j'avais envie de dire, pour moi, le bâtiment, quelque part, c'est le delta qu'il y a entre ce que tu protèges à l'intérieur, et globalement, c'est l'humain, et les menaces qui se portent sur lui depuis l'extérieur. Et ça va être tous les aléas climatiques. Et quelque part, le sujet dans lequel on est, c'est ce delta. La pression entre les deux, on le sait, hein, ça va être de plus en plus costaud. Les aléas, finalement, les agressions de l'extérieur. Et on va avoir des populations, en tout cas chez nous, je pense que c'est la même chose chez vous, mais qui seront vieillissantes et qui seront de plus en plus fragiles, qu'il faudra de plus en plus protéger. Ça veut dire que le delta, le bâtiment, va devoir quelque part faire de plus en plus le tampon entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce delta-là, c'est très concrètement ce qu'on met dans les murs et c'est les charges énergétiques qu'on consent pour équilibrer l'intérieur-extérieur, pour rafraîchir, pour réchauffer, pour amener des conforts complémentaires, etc. Et quelque part, plus delta il est élevé, et plus ton bâtiment, si tu as bien mis dans les murs concrètement, et si tu as bien conçu ton bâtiment, bah, tu auras moins de charges, et si tu l'as mal conçu, etc., bah, tes charges vont s'alourdir obligatoirement. Donc, quelque part, je trouve que c'est un peu ça, l'équation durable, c'est d'arriver à comprendre que quelque part, quand on s'engage dans un bâtiment comme ça, c'est pas tant qu'on crée de la valeur au départ, mais c'est qu'on va prévenir la perte de valeur qui va se créer dans le temps et qui va Ok. s'alourdir encore et encore. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'on peut essayer peut-être de mieux mettre en valeur, parce que elle est là, la pression finalement. Et sur le sujet des usagers qui sont très spectateurs, c'est vrai, ils sont un peu en dehors du truc jusqu'au moment en fait où ils sont confrontés par les crises. Et là, c'est l'ancienne parlementaire qui parle. Tout le monde se fichait complètement et royalement en France, et ça fera le lien avec MaPrimeRénov', jusqu'à la crise des Gilets jaunes. La grosse, alors moi j'aimerais bien dire que c'était grâce à moi qu'on a pu mettre en place plein de trucs sur la rénovation, mais la réalité c'est que c'est la crise des Gilets jaunes en France qui a fait basculer la prise de conscience que la rénovation permettait en fait de concilier quelque part fin du monde, fin du mois. C'était vraiment la manière dont on a posé les choses en France. C'était, OK, il y a un enjeu environnemental, mais il y a surtout un enjeu de fin de mois et que quelque part, si on voulait rendre service aux gens durablement, eh ben, il fallait investir dans la rénovation des bâtiments. Et c'est ça qui a fait le levier d'engagement de l'État dans les sujets de rénovation énergétique. Il n'y avait rien de ce qu'on avait fait, c'était inscrit dans la loi et on avait des objectifs hyper séquencés d'arriver d'ici à 2050, en gros, à des bâtiments basse consommation énergétique, donc très peu de consommation énergétique et puis de plus en plus bas carbone, jusqu'à dire plus carbone du tout. Mais ça, la bascule, ça a été les gilets jaunes dans la rue, concrètement. Ok, Et le Covid, ok. en fait, on a remis une couche parce que quand on s'est retrouvé face à la crise Covid, on s'est retrouvé face aux gens qui se sont retrouvés confinés dans des logements qui n'étaient pas adéquats, qui étaient du coup pas confortables et dans lesquels les gens se sont retrouvés un peu bah ouais, j'allais dire pas en danger, mais enfin, ils étaient quand même pas bien, quoi, dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Et c'est là où la dimension mal logement et comment on fait face à ça, évidemment, les enjeux sanitaires ont pris un levier encore plus important. Et on en a repris une couche sur la rénovation en disant, bah, les enjeux de rénovation, c'est hyper Ok. important, du coup, pour la santé et pour les gens. Et donc, en fait, c'est les crises qui créent la mobilisation des gens et qui créent finalement la mobilisation des pouvoirs publics qui sont obligés d'aller mettre des règles pour augmenter le truc. Et donc, Justement, MaPrimeRénov', oui, j'allais te le lancer sur justement les pouvoirs publics parce que justement, il y a une influence. Alors, je pense qu'on va rebondir 2 secondes sur MaPrimeRénov' parce que c'est un sujet. bah, en Gilets fait, jaunes, c'est c'était quoi? ça. C'est 2018-2019. Donc, Ouais, c'est d'abord le ça. C'est portefeuille, quand ensuite le Covid, c'est le bien-être. Et puis là, ce que tu dis, donc il y a MaPrimeRénov', et puis ce que et là, HQE, on est entre en autres, a pu train de faire. rentrer dans une autre crise là, qui est en train de frapper, enfin tout le monde aujourd'hui hein, évidemment, mais du coup la France aussi. Aujourd'hui, on dit, Mhm. on est passé de la rénovation énergétique à la rénovation environnementale, et quelque part maintenant c'est de la rénovation géopolitique. On est sur un sujet où en D'accord. fait on fait les rénovations pour sortir des vulnérabilités énergétiques dans lesquelles on est et de notre dépendance énergétique, et donc du coup quelque part faire des rénovations demain
demain, ce sera pratiquement un acte citoyen et un acte de souveraineté, en fait, presque. On sent les changements et en fait, à chaque fois, le politique se retrouve à travailler et à mobiliser les mêmes outils que sont la performance des logements. Et je pense que c'est pas un hasard, en fait, que les sujets se retrouvent systématiquement au même endroit, c'est que ça croise ces chemins-là et que c'est à cet endroit-là qu'on peut avoir vraiment du gagnant-gagnant-gagnant pour les politiques publiques, ce qui, du coup, crée une mobilisation des pouvoirs publics. Et donc, MaPrimeRénov', ça a été effectivement un levier qui a vraiment fait son job. Depuis que ça a été lancé, on a des chiffres quand même qui sont très positif, 2,8 millions de logements rénovés depuis 2020. On a 500 000 rénovations d'ampleur qui, du coup, ciblent vraiment les passoires thermiques. En France, les F et G, comme on les appelle, sont nos étiquettes énergétiques. Et donc, 93% des rénovations d'ampleur concernent les logements qui sont classés E, F ou G. Donc, il y a vraiment une volonté de cibler les bâtiments les moins performants et d'accompagner de manière très volontariste les ménages qui en ont le moins les moyens. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit qui est en train de se passer, c'est que les pouvoirs publics commencent à avoir de moins en moins de moyens à investir dans les enjeux de rénovation. Et donc, maintenant que en gros, l'élan a été donné et qu'il y a une forme de conviction partagée sur l'importance de s'engager dans la rénovation énergétique et environnementale, parce qu'on sent que ça s'élargit des bâtiments, eh bien, il va y avoir probablement un État qui va beaucoup moins jouer sur la demande et soutenir la demande, mais qui va beaucoup plus se retourner vers l'offre et donc du coup de structurer l'offre, d'accompagner la montée en charge avec un peu moins probablement d'aide dans les prochaines années. On sent déjà que l'accompagnement va sans doute aller vers le fait de se réduire et qu'en fait, après la prise de conscience, il va falloir que les gens commencent à améliorer leur logement eux-mêmes, quoi. On va accueillir justement Jean-Michel Champagne dans quelques instants pour notre wrap-up et puis pour conclure la partie de cet échange. Mais juste un point là, comment les certifications, alors au HQE entre autres, ça a pu converger vers CAP 2030 ou la fameuse, nous on entend parler ici au Québec de la RE 2020. C'est quand même des éléments pionniers qu'a fait la France. C'est quoi le travail des certifications pour ça? En fait, les certifications, elles sont vraiment un rôle quelque part de partenariat avec la vision des pouvoirs publics. Il y a vraiment eu un dialogue constant entre filières et politique publique. Et donc, typiquement, la certification a pu contribuer il y a une vingtaine d'années à la mise en place, par exemple, des FDES, c'est les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits et des équipements. Ouais. Et donc ça a par exemple permis derrière qu'on puisse avoir des expérimentations autour de l'analyse de cycle de vie, tu vois, et ensuite ça a donné lieu, donc ça c'était autour de 2011, et ensuite en 2016, c'est une nouvelle expérimentation, en gros un peu public-privé, impulsée par les pouvoirs publics, mais en partenariat avec les acteurs privés, les filières, les certificateurs et les porteurs de labels, qui était d'intégrer, tu vois, la dimension économie d'énergie et production d'énergie positive sur le bâtiment, et puis baisse du poids carbone aussi des bâtiments. Et en fait, c'est cette expérimentation qui a permis en fait de dérisquer, si c'est le terme en ce moment, la réglementation quand elle s'est mise en œuvre, parce que finalement, plein d'acteurs s'étaient engagés dans cette démarche d'expérimentation à travers finalement tout le panel des certificateurs et des labels qui s'étaient un peu mis en synergie pour tester et améliorer le sujet ensemble, et qui ensuite a permis que la réglementation fasse suite. Et c'est ce qui, du coup, fait aujourd'hui qu'on reconduit l'expérience avec ce qu'on appelle maintenant CAP 2030. Donc, la RE 2020, c'est vraiment la réglementation d'atténuation du changement climatique avec un très gros axe énergie-carbone. Et en fait, on sait bien que la suite, ça va être la réglementation environnementale, peut-être 2030, tu vois, ou en tout cas dans ces perspectives-là, où là, le sujet, ça va être beaucoup plus une approche multicritère et de résilience, et donc en lien beaucoup plus avec les enjeux d'adaptation. Et donc ça, de la même façon, on s'est mis en coordination avec, on en est au début là, de l'expérimentation CAP 2030, mais c'est pareil, c'est tester, mettre en commun pour que quand le moment des pouvoirs publics seront confrontés en fait à l'obligation de mettre en œuvre des nouvelles réglementations, qu'en fait les filières soient pas prises au dépourvu
qu'on ait déjà testé les trucs, qu'on ait déjà dérisqué la mise en place de la réglementation et qu'en fait, le sujet se passe de manière fluide, quoi. Super, je te remercie beaucoup. Jean-Michel, est-ce que tu as... je pense que tu as dû prendre énormément de notes. Moi, j'ai une question ou deux questions en une pour toi, justement sur les points saillants. Et j'ai presque envie de le mettre en parallèle avec l'excellent travail qui a été fait sur l'initiative Décarbone Plus. Alors, c'est un nom qui va parler aussi du côté de l'agence HQGPC, parce qu'il y avait comme une appli, en tout cas un outil que vous avez créé qui avait le même nom. Mais il y a cet excellent livre blanc qui est paru il y a quelques jours maintenant. Point saillant et éléments, et merci pour le lien du livre blanc. Jean-Michel, je voulais on veut t'entendre. Oui, merci beaucoup, Olivier. En effet, j'ai pris beaucoup de notes parce que là, on a même plein d'intervenants, on est dans un panel France-Québec. La réalité québécoise est dans une perspective canadienne et il y a plusieurs éléments qui ont été amenés et que je vais mettre en perspective. Pas pour critiquer, juste pour dire, faisons attention dans quoi qu'on s'embarque parce qu'il y a des parties prenantes, il y a des intervenants qui ne sont pas avec nous présentement et qui auraient leur mot à dire. J'ai beaucoup aimé certains éléments qui ont été amenés. Par exemple, Jean-Éric a tout à fait raison lorsqu'il parle que ça prend des leaders en durabilité. Ça prend des gens qui vont partir avec leur bâton de pèlerin, des gens qui vont le faire parce qu'ils sont vaincus, qui vont développer, qui vont réussir même financièrement à prendre un avantage en jouant de manière stratégique, voire même ce que j'appelle un niveau civilisateur. On va montrer jusqu'où on peut aller, c'est quoi vraiment l'optimum et montrer que financièrement, c'est viable. Mais ça prend des gens qui sont prêts à prendre ce risque. Ça prend des gens comme Covivo, ça prend des gens, si vous dites dans l'industrie du vêtement, des Patagonia, ça en prend qui sont prêts à prendre des risques. Parce qu'au final, ce sont les actions concrètes qui parlent. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai bien retenu de la part de Jean-Éric. On a parlé beaucoup aussi avec Huro de la notion de dérisquage. Et on parlait, bon, ça prend des lois, ça prend des cadres et tout, et ça prend aussi le monde de la finance. Vous êtes plusieurs qui vont parler, le langage des banquiers. Je viens du monde de la finance. J'ai travaillé dans des institutions financières. Et les institutions financières, oui, le business model, c'est de faire vivre l'économie, mais n'oubliez pas, il ne faut pas qu'on oublie que les institutions financières, les institutions de dépôt, ce sont des entreprises qui sont systémiques. Si elles toussent, c'est l'ensemble du pays qui a le nez qui coule. Elles ne peuvent pas se permettre de prendre des risques dans leurs actions et de se lancer dans tout et n'importe quoi. Dans le contexte canadien présentement, donc québécois, les obligations de performance par rapport à la performance énergétique et climatique, je les mets ensemble, la résilience et l'adaptation climatique, eh bien, on pense qu'il n'y a pas de loi. Ce n'est pas vrai. Il y a des règlements obligatoires et c'est plus spécifiquement la norme B15 du Bureau de surveillance des institutions financières et ses penchants au niveau de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers au Québec. Les institutions financières, les institutions de dépôt, donc ces entreprises systémiques qui portent l'économie sur les épaules au nom de la Banque du Canada, ont des obligations d'évaluer la performance carbone, énergétique, climat, vulnérabilité climatique de leurs actifs immobiliers. Et ça touche les hypothèques résidentielles, le multilogement, l'industriel, le commercial, bref, toute entreprise immobilière qui fait une transaction, un prêt, un investissement, une assurance, eh bien, son institution financière va surveiller et commence à le prendre. Est-ce qu'ils sont matures? Pas encore. Mais ce n'est pas vrai qu'on n'a pas des lois. Il y a des lois, c'est simplement qu'elles ne sont pas encore bien intégrées. Alors, quand on parle du rôle des certifications, ça a été très, très bien ce qui a été mentionné sur le fait que les certifications doivent se concentrer sur les parties prenantes importantes et parler. Parler de résilience, ça ne parle pas aux gens, mais dire on prend soin pour être sûr que ton actif ne perde pas de valeur par rapport au changement climatique, ça parle. Il faut être capable de parler avec les utilisateurs finaux, mais plus important, il faut être capable de parler avec ceux qui sont au-dessus dans les institutions financières, chez les assureurs, chez les banquiers et les investisseurs dans les institutions de dépôt, par exemple, parce que eux, leur langage, c'est un langage banquier. La pire erreur qu'on pourrait faire lorsqu'on veut promouvoir un programme, une certification, un encadrement par et pour l'industrie, ce serait de dire « Ah, c'est intéressant, les banques vont pouvoir regarder ce qu'on fait et l'adopter. » C'est à nous de regarder ce que les banques font, où elles vont, où elles s'en vont, et de s'assurer que notre langage soit compatible avec le leur. Parce que leur langage, il est basé sur les IFRS S1, S2 et les normes extra-financières ESG.
le penchant européen, les ESRS. L'Europe est partie en double matérialité. Si on regarde ce qui se passe côté de la Banque centrale européenne, on est en train de ramener ça à une simple matérialité. Bon, ben, finalement, les normes canadiennes, les IFRS S1, S2, les normes européennes sont hyper interopérables. Si on fait quelque chose qui n'est pas aligné sur les standards internationaux de langage commun, eh bien, on va parler par des convaincus, à des convaincus, on va prêcher dans sa paroisse. Et pendant ce temps-là, ben, le monde de la finance va continuer à avancer. Au Québec, on le voit. On le voit présentement, c'est la saison de l'étiage, c'est les cours d'eau qui débordent. Tout le monde est en train de se soucier de cet élément-là. On le voit avec les besoins énergétiques. On arrive un peu à la limite de ce qu'on peut faire. Il faut absolument qu'on prenne nos bâtiments existants. Les bâtiments du futur sont déjà construits. Il faut qu'on regarde nos bâtiments existants et qu'on trouve une façon d'amener les gens à faire les rénovations pour participer à la décarbonation. Les certifications peuvent donner des outils, de la sensibilisation, mais c'est vraiment important que les investisseurs, les gestionnaires immobiliers, un gestionnaire immobilier peut avoir 4000 portes, il peut en avoir une seule. Ou parfois, on en a beaucoup que ce sont des 2, 3 portes, des triplex. Moi, j'ai des locataires. Finalement, c'est un projet de société qu'on doit faire. Donc, avoir ce langage commun-là qui répond aux attentes des grandes institutions financières et qui parle aux occupants qu'ils soient résidentiels, qu'ils soient industriels, qu'ils soient commerciaux, c'est vraiment, mais vraiment important. On a présentement, ce qui est merveilleux, la raison pour laquelle je crois beaucoup au concept de certification en immobilier, c'est que ça l'amène, dans le fond, certains enjeux à s'institutionnaliser. On l'a mentionné, lorsque tout le monde le fait, ben, ça devient un peu force de loi. C'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Il ne faut pas attendre des lois et des règlements. Souvent, ce sont des mesures. Des municipalités vont dire, ben oui, nous n'acceptons que des bâtiments qui répondent à telle norme de qualité ou l'équivalent. C'est ça le rôle des certifications. C'est s'assurer de viser les choses qui sont vraiment importantes pour nos parties prenantes, qui parlent et qui ont le potentiel de s'institutionnaliser. Et ça, s'institutionnaliser, ça veut dire que ce n'est plus émergent, ce n'est plus un nice to have, c'est la façon de faire. Et à côté, nos organisations, nos entreprises, nous qui sommes ici, on doit penser à notre niveau d'apprentissage. Si on n'apprend pas assez vite, on va prendre du retard et ça va être très difficile. Puis je terminerai en vous disant, quand on parle justement d'avoir des cotes, des évaluations, d'avoir du réglementaire qui oblige à divulguer, dans le monde ESG, dans le monde, pas le ESG buzzword, le vrai ESG qui permet de prendre des décisions financières et matérielles, de faire des évaluations, la première étape pour une organisation, c'est d'avoir une gouvernance, quelqu'un qui est responsable de prendre des décisions financières et non financières, afin de mettre en place une stratégie, afin d'identifier les risques et les opportunités de durabilité, mettre en place des indicateurs de performance et la cinquième étape, et c'est standardisé, c'est ce qu'on retrouve dans les ESRS, dans les IFRS, mais la cinquième étape, c'est celle de la divulgation et de la transparence. Une entreprise qui fait un rapport de performance durable ou une certification qui n'a pas une gouvernance ou une stratégie, ça s'appelle de l'éco-blanchiment. Point. C'est du greenwashing. Alors, lorsqu'on arrive et qu'on dit on va avoir des normes qui obligent les gens à être transparents, il va falloir qu'on se rende compte que ça, c'est la dernière étape, mais quelqu'un qui ne l'aurait pas fait, qui n'a pas sa gouvernance, qui n'a pas sa stratégie, qui n'a pas ses risques, qui n'a pas fait son analyse de matérialité, qui n'a pas ses ICP et qu'on oblige à avoir une cote ESG, ben c'est bon parce que c'est le coup de pied aux fesses qui leur manquait. C'est ce qui manque pour dire ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un buzzword ESG. L'ESG, c'est un outil de décision. C'est comme ça qu'on va pouvoir aller voir les évaluateurs de bâtiments et leur dire, et je suis d'accord avec toi, Serge, comment ils vont faire pour l'évaluer. Il va falloir qu'on aille les voir avec un langage extrêmement simple. On ne peut pas partir avec 50 facteurs à évaluer. Il va falloir arriver avec des choses qui sont simples, mesurables, actionnables, standardisables. On le fait avec le livre blanc. Moi, mes équipes de travail dans la firme où je travaille, c'est ça qu'elles font. On fait des milliers de bâtiments, on fait leurs fiches de durabilité, exposition, risque, vulnérabilité. Et ça, c'est ce qui nous manque. Il nous manque un langage commun, standardisable et institutionnalisable, même si ce n'est pas la loi, mais surtout, et c'est là que le rôle des institutions comme HQE, les certifications, il nous manque aussi cette connaissance-là. Est-ce qu'on est tous au même niveau d'apprentissage? Parce qu'on est en train d'en perdre dans la brume présentement. Donc, wrap-up, les certifications ont un rôle de parler le langage des institutions systémiques comme le milieu financier, puis on ne se mentira pas, c'est là que sont les règlements. Un rôle de parler aux gens à la base, rejoindre leurs préoccupations,
Et entre les deux, c'est à nous, les experts, de nous assurer de parler un langage simple, un langage actionnable et un langage qui pourra se traduire de manière matérielle aussi auprès de nos évaluateurs. C'était mon petit wrap-up, Olivier, de ce qui a été discuté depuis tantôt. Très complet. Je pense que j'ai tout, là. Je pense que j'ai attrapé toutes les pépites qui ont été données par mes collègues. Moi, je dis bravo. Bravo à toi pour ça. Justement, je ne sais pas si Serge, Jean-Éric, Hugo, Marjolaine, vous souhaitez justement rebondir sur les points qui ont été abordés par Jean-Michel. Ben, moi, je finirais là-dessus. Je nous Ok. souhaite au Québec de nous inspirer du changement de paradigme qui a été exercé en Europe. Puis, si je ne me trompe pas, Marjolaine y est pour quand même pas mal. C'est-à-dire que ils ont fait passer le bâtiment d'un actif qui consomme à un actif qui émet. Puis à partir de ce moment-là, je pense que ça change toute la philosophie derrière l'approche bâtiment durable. Fait que je nous souhaite ici au Québec de pouvoir s'en inspirer fortement. Parfait. Oui, je dirais que c'est un bon point. Il ne faut pas oublier pour les raisons pour lesquelles on fait ça. Absolument fondamental, là. Donc, j'ai beaucoup aimé les commentaires qui ont été partagés sur les usagers, les occupants, qu'on a un peu le devoir de protéger. Je trouve que ça fait un peu débat, là, même dans les derniers jours, dans les médias. Donc, où est-ce que c'est ça, le rôle de protéger, puis Serge t'en parlait, là, les besoins primaires versus la prospection financière. Ben, quand même, pour moi, dans cet équilibre-là, je pense qu'on a besoin d'atteindre un nouvel équilibre, là, sans opposer le réglementaire et le volontaire. Pour moi, c'est qu'au Québec, présentement, du côté volontaire, les promoteurs, les professionnels, l'élastique il est étiré pas mal à son maximum. Donc, on ne peut pas aller plus vite. Donc, c'est ça. On a besoin d'un ajustement. C'est quelque chose qu'on entend de plusieurs donneurs d'ouvrages, plusieurs promoteurs, que dans le fond, ils ont. Souvent, on pense que justement, les corporations sont anti-réglementation, mais donc on a quand même besoin de jouer ensemble avec des règles justes, claires, équitables en affaires. Donc, donc pour moi, cet élastique-là qui est vraiment tendu présentement, là, on se doit se donner la chance de hausser la barre de façon commune. Évidemment, avec une préoccupation pour les coûts absolument fondamentale toujours. Marjolaine, Jean-Éric, avant que justement on puisse écouter Olivier qui a, je pense comme moi, apprécié écouter religieusement les différents échanges. Je peux dire deux mots. Le premier, concernant la gouvernance, telle que Jean-Michel l'a évoqué. Chez Covivio, on a créé il y a déjà quelque temps un comité RSE pour faire le point avec le conseil d'administration. Et effectivement, l'ESG est au cœur du modèle de Covivio, ce qui explique aussi toute notre implication dans ces sujets. Et puis, c'est déjà le cas, mais ce qu'il a vraiment, c'est au cœur du modèle d'affaires. Et puis, l'autre sujet concernant les banques. Alors, les banques sont venues assez brutalement à ces sujets avec une réglementation qui leur a imposé d'expliquer dans leur publication annuelle en quoi leurs investissements, en quoi leur participation participe de la transition environnementale, climatique, sociale. Et donc, nous pose tout un tas de questions en direct. On a eu la taxonomie qui devait apporter plus de transparence, de comparabilité et aider la sphère financière. Je ne suis pas sûr que ça ait apporté tout ce que ça devait apporter. Du coup, aujourd'hui, la Commission européenne a lancé une nouvelle étude sur le sujet, un appel à commentaires. En tout cas, la Banque de France, par exemple, pour la France, la Banque de France a tout un travail de fond aujourd'hui, justement, sur les KPI et de s'interroger sur ceux qui vont être les plus pertinents. Donc, le sujet aussi de la CSRD,
où là aussi, alors clairement par rapport aux questions posées Jean-Michel, là on a une présentation qui donne vraiment un exposé très clair des objectifs, des moyens qui sont mis en place, des plans d'action, la gouvernance en face, etc. Et où on en est l'état d'avancement. Donc je pense que ça va aussi dans ce sens. Et évidemment, comme la sphère financière et que les foncières sont assez gourmandes en capitaux, évidemment, c'est aussi devenu un incontournable. Marjolaine, un petit exercice de style en 1 minute. Est-ce que En 1 minute, pour moi, c'est toujours dur. Moi, j'avais envie de rebondir sur le projet de société parce que c'est ça qui m'anime, en fait, avec mon ancienne casquette de parlementaire et aujourd'hui plutôt du côté des démarches volontaires. Je trouve que c'est le trait d'union entre les deux. Aujourd'hui, le projet de société, c'est ce qui vient et comment on y fait face. Et les pouvoirs publics, ils pourront pas mettre la tête dans le sable indéfiniment. À un moment donné, tu es rattrapé par la réalité et tu es obligé de mettre en place des règles et de protection en fait pour les populations. Ça, c'est le côté politique quelque part. Et ensuite, les acteurs volontaires, soit ils attendent et ils restent à la traîne longtemps et à un moment donné, ça leur tombe dessus comme un coup près et ça devient super difficile et brutal de s'approprier ces sujets-là. Soit du coup, tu rentres dans les démarches volontaires, tu t'appropries les sujets à ton rythme et du coup, le coût en fait de ton investissement et de ton appropriation, il est beaucoup moins brutal et beaucoup plus souple en réalité. Et moi, je trouve que c'est là que ça marche bien, c'est quand on est dans une rythmique qui est celle du partenariat, en fait, qu'on a la vision, mais qu'on laisse la filière s'approprier à son rythme les enjeux au fur et à mesure, parce que c'est là que c'est le moins coûteux et que la pente est la plus douce pour arriver à se les approprier au meilleur coût aussi. Donc, sans cette brutalité. Mais à un moment donné, pour moi, les politiques publiques t'obligent à un moment donné, confrontés aux réalités, les politiques publiques sont obligées de mettre en place des réglementations. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on met un peu la tête dans le sable pour faire plaisir à des gens, mais que c'est pas des postures qui sont durables. je comprends parfaitement. Peut-être un mot de complément, Jean-Michel, sur ces remarques diverses de l'ensemble des panélistes aux propos que tu as pu avoir. Écoute, je suis tout à fait d'accord, mais je dirais l'élément clé qui ressort ici, je crois, ça demeure quand même projet de société. Il faut que ce soit quelque chose qui soit multiparti. Il faut quelque chose qu'on ressente. Marjolaine avait dit dans son intervention précédente que souvent on réagit aux crises, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on est présentement dans une crise de durabilité. On est en plein dedans. C'est juste que ce n'est pas aussi soudain ou évident qu'une COVID. On est dans une longue crise. Ben, la réaction va être, ça prend une vision qui est un peu plus à long terme. Donc, j'abonde dans le même sens. Il faut qu'on pense à la société dans son sens large et qu'on ait cette vision commune-là pour dire, ben, c'est quoi le futur qu'on désire? 2040, 2050, 2060, nos enfants vont être encore là. Puis certains d'entre nous aussi, on va être encore là. Il reste encore du temps. On se le souhaite majoritairement. Justement, petite question pragmatique, Olivier, comment on fait pour aller concrètement dans cette démarche? Voilà, c'est la balle que je voulais te transmettre. On parle de mécanique de certification, on a beaucoup abordé, cité Cercal. Peut-être en 2 mots, c'est quoi Cercal? Comment ça fonctionne? Et puis ensuite, concrètement, comment s'opère la certification HQE? Comment on contractualise? Et puis à quel point ça se territorialise? Je te donnais un petit condensé, Olivier. Moi, de ce que je comprends des échanges qui ont été très riches, c'est que une certification HQE au Québec pourrait fédérer les différents acteurs québécois autour d'une vision commune à bâtir sur la valeur du bâtiment durable. Et côté Cercal, donc Cercal, c'est une filiale de Qualitel que Marjolaine a présentée, qui est une association dont le but est de promouvoir la qualité du bâtiment et qui, depuis 50 ans, a certifié plus de 3,5 millions de logements résidentiels en France. Et donc, qui a développé des certifications en France et qui aussi développe la certification HQE à l'international. Et cette certification HQE à l'international, elle contribue à la diffusion de standards exigeants en matière de construction durable et elle est reconnue dans de très nombreux pays.
C'est une certification qui n'est pas élitiste. Elle est accessible au plus grand nombre. Il est facile de se lancer dans la certification, quelle que soit la taille des opérations. C'est une certification qui est souple, adaptable localement, ce qui permet de répondre aux besoins et aux enjeux de chaque territoire. Et donc, adapter la certification HQE au Québec me paraît tout à fait pertinent, mais ça ne peut pas se faire avec un simple copier-coller. Concrètement, il faut adapter la certification HQE en conservant l'approche multicritère qu'évoquait Marjolaine, qui est inscrite dans un socle commun, HQE, mais en ajustant aux différents enjeux et réalités locales, prenant en compte par exemple le climat, les sujets énergétiques, les pratiques constructives locales, tout le cadre réglementaire, afin d'en faire une certification qui est à la fois pertinente, mais aussi différenciante face aux certifications déjà en place comme le LEED, par exemple. Et donc après, effectivement, avoir adapté ce référentiel, il faudra former aussi des auditeurs localement pour faire toutes les évaluations de certification. Alors côté Cercal, comme Certivea d'ailleurs, hein, nous avons l'expérience d'adapter le référentiel HQE aux différentes contraintes locales. C'est ce que nous avons fait dans plusieurs pays, au Maroc, au Brésil, ou notamment en Allemagne, comme nous l'a présenté Jean-Éric. Et donc, à chaque fois, il y a eu une phase de travail avec des équipes et des parties prenantes locales pour adapter la certification aux enjeux et aux visions aux besoins de chaque pays. Alors aujourd'hui, nous sommes prêts côté Cercal à nous lancer dans l'aventure. Par contre, il nous manque, avant de se lancer, d'identifier un ou plusieurs partenaires, donneurs d'ouvrages, qui souhaitent engager au moins une opération pilote pour tester la certification HQE, ce qui nous permettra de lancer l'adaptation du référentiel de manière très opérationnelle sur des opérations concrètes au Québec. Et donc, cette adaptation, elle se fera au travers de groupes de travail avec les parties prenantes québécoises qui souhaitent déployer la certification HQE au Québec et de faire une certification qui réponde réellement à leurs besoins de manière très, très spécifique. C'est, je pense, dans l'adaptation qu'effectivement, on permettra d'avoir quelque chose qui correspond à la bon usage et à la bonne intention du plus grand nombre. Donc, comme on dit en France, il n'y a plus qu'à. Moi, je vous lance un appel. Si vous êtes intéressé, manifestez-vous auprès d'Olivier. Voilà, on cherche des partenaires qui souhaitent embarquer des opérations avec nous sur la certification HQE. Et donc, on a parlé tout à l'heure d'entreprises un peu leaders ou visionnaires. Donc, je pense qu'effectivement, il faut aussi des acteurs un peu qui se portent en anticipation, leaders qui permettent de démarrer une première certification et de participer à ce travail d'adaptation et de déploiement de HQE au Québec. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je ne sais pas si il est 13h20, 19h20, du souper, on n'est plus dans le temps de l'apéro maintenant en France, mais s'il y a encore une ou deux questions et que l'un et l'autre, vous avez un instant pour pouvoir y répondre, je vois Pascal, je vais vous laisser la parole. Alors, je vais voir comment activer votre micro. Ça devrait être bon pour que vous puissiez poser votre question. Oui, bonjour. Donc, bonjour. En fait, c'est ça, on parle nécessairement de bâtiments durables. Marjolaine a fait référence tantôt aux performances de l'enveloppe. Nécessairement, je donne un exemple, la fenestration, c'est toujours un point faible dans la construction des bâtiments. Ma question, en fait, elle porte sur justement les produits innovateurs. Considérant, par exemple, qu'il existe maintenant au Québec un vitrage isolé sous vide très performant, plus que le vitrage triple avec tous les avantages environnementaux et de performance, mais c'est difficile de faire adopter
des nouveaux produits. Donc, ma question, puis en fait, tantôt, encore une fois, Jean-Michel parlait de leader, de pionnier, puis prendre des risques. Auriez-vous des recommandations, des suggestions pour justement faire en sorte qu'un produit innovant puisse résonner puis que le marché puisse en bénéficier? Qui souhaite prendre la main sur ce point? Je pense que vous avez tous les 5 les compétences pour y répondre. On est toujours dans l'expérimentation sur les nouveaux produits. Alors, chez Covivio, un de nos sujets, c'est les nouveaux produits, mais surtout en lien avec l'économie circulaire et tester. Alors, vous parlez des fenêtres. Nous, c'est notre sujet. On l'a traité avec Vicona et AGC. Je ne sais pas si vous connaissez ces entreprises. Vicona est plus sur les vitrages. Non, c'est AGC sur les vitrages et Vicona sur les montants, en fait. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté un immeuble, enfin les fenêtres d'un immeuble. La partie alu est partie en recyclage, le parti vert est parti en recyclage, et à la place, on a mis des fenêtres dont l'alu était issu du recyclage et le verre issu du recyclage. Alors, est-ce que ça coûte un peu plus cher? Oui, la réponse, on pourrait se dire, l'économie circulaire, ça coûte moins cher. Non, en fait, ça coûte un petit peu plus cher. Par contre, ce qu'on espère, c'est en explorant, en testant et en déployant sur des immeubles où il y a quand même beaucoup de fenêtres, on va aider à la filière à décoller. Donc, c'est là aussi un pari, mais on a la conviction que pour notre trajectoire, ça a un carbone, pour le climat, pour tout un tas de raisons, et pour l'assèchement en fait des matières premières, il faut trouver des relais, et ça passe par l'économie circulaire. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que c'est un sujet d'acteurs qui sont motivés. Là aussi, il faut que la chaîne d'acteurs soit embarquée, mais que le bureau d'études ne vienne pas vous dire « Ah oui, mais c'est compliqué, j'ai jamais fait ça ». Oui, forcément, il n'a jamais fait ça, nous non plus. Mais après, une fois qu'on l'aura fait une fois ou deux, après, on est confort, et c'est ce qui nous est arrivé. Par exemple, pour ce sujet-là, on n'a pas, pour tous les produits, une alternative. Ce qu'on essaie, c'est à l'échelle de chaque opération de respecter notre budget. Et à l'intérieur de ce budget, il y a des initiatives qu'on prend ici ou là. Ce n'est pas forcément les mêmes d'un chantier à l'autre parce que le produit n'est pas le même, parce que le mode constructif n'est pas le même, parce que la rénovation entreprise n'est pas la même. Mais en tout cas, on a construit une solide expérience autour de cette économie circulaire. On pense que ça va dans le bon sens. Et on pense qu'en tout cas pour nous, notre innovation passe par là. Merci Jean-Marie. Juste pour compléter, le Canada est un des pays de l'OCDE où il y a le plus gros taux d'augmentation des coûts des matériaux. C'est un énorme défi pour nous. Comment on peut, et ça je m'adresse effectivement à toi Serge, à toi Hugo, comment on peut continuer à innover malgré tout dans un écosystème où juste faire pareil, ça coûte déjà plus cher? Ouais, moi, je dirais, si tu le permets, Hugo, je sais que tu avais une belle réponse à nous offrir. Je dirais que tout est une question d'équilibre. Tu sais, d'abord, l'industrie étant ce qu'elle est, elle s'éloigne de l'invention. Elle s'intéresse beaucoup à l'innovation, mais elle s'éloigne de l'invention. Et on a une multitude maintenant de solutions pour arriver à faire ce qu'on veut faire avec les actifs, avec le bâtiment. Alors, ça devient une question de bons choix en fonction des cibles qu'on va fixer. Il faut s'intéresser aux enveloppes architecturales. Je pense qu'essentiellement, quand tu as un bâtiment qui ne nécessite pas beaucoup de chauffage ou d'air climatisé, tu t'investis au bon endroit. Et maintenant, le menu à la carte est plutôt long. Alors, c'est selon les valeurs et les budgets de tous et chacun. Un complément aux réponses de Jean-Éric et Serge. Je ne peux pas m'empêcher, mon focus résidentiel, mais dans un contexte plus large, je ne peux pas m'empêcher de penser au Québec, si on parle du Québec, là, de la règle du plus bas soumissionnaire conforme, qui est un peu le grand problème ou l'éléphant dans la pièce, qui est un peu la méthode d'approvisionnement
avec laquelle le marché opère généralement. Fait que c'est un peu l'école où tout le monde est allé, puis c'est un peu le modus operandi. Fait que c'est juste puis, au point de Serge, donc c'est ça. On essaie, on est plusieurs maillons de la chaîne à essayer de pousser vers l'innovation, mais dans ce contexte-là, c'est quand même difficile. Donc, en projet privé, il y a des opportunités, mais donc pour essayer de répondre à la question précédente aussi, c'est que, en fait, c'est très difficile de répondre parce que c'est comme une équation de chaîne de valeur. Donc, il faut que ce soit la bonne équipe de professionnels avec le bon client au bon moment, qui décide donc d'adopter ou d'essayer une innovation sur un projet donné, un endroit donné. Donc, c'est ça. J'ai pas de réponse magique sur ça, sinon que c'est deux équations, alors que, voilà, moi, je suis un peu du côté des professionnels. Chaque professionnel a un peu essayé d'avoir son approche, pousser certains sujets. Voilà, les donneurs d'ouvrage vont avoir leur priorité et leur priorité, leurs critères plus matériels. Donc, c'est ça. Il faut vraiment que ce soit le bon projet. Je me permettrai de finir en disant que à cause des coûts d'énergie aussi au Québec, probablement que l'enveloppe du bâtiment, même dans le contexte canadien, c'est probablement, on a un petit retard dans les pratiques de sciences du bâtiment et d'enveloppe, de mise en service d'enveloppe, de performance d'enveloppe. Donc, c'est probablement quelque chose dans les prochaines années qui va évoluer. Donc, il faut garder espoir. Mais donc, pour moi, c'est une des prochaines frontières dans une espèce de performance holistique. Là, on est allé beaucoup vers les solutions faciles. Les thermopompes ont connu un succès retentissant. On est au Québec, c'est l'endroit en Amérique où s'installe le plus de thermopompes par mètre carré bâti. Mais voilà, les prochaines frontières, notamment là, en enveloppe, ça reste quelque chose qu'on doit adresser collectivement. Merci beaucoup, Hugo. J'espère qu'on a répondu à votre question, Pascal. Ce que je peux peut-être rajouter, oui. J'allais te dire, sur l'innovation, un des trucs qu'on constate, c'est qu'en fait, tu sais, il y a les paliers de la RE 2020 qui deviennent de plus en plus resserrés, en fait. Et donc, on sait que les niveaux carbone, par exemple, sont de plus en plus importants. Les seuils de plus en plus challengeants pour les acteurs. Et donc, du coup, ça, c'est un levier d'adhésion, en fait, vers l'innovation, parce que finalement, on sait qu'on ne peut plus passer avec les cadres as usual. Et donc, on va chercher des solutions nouvelles aussi. Et donc, avoir une vision de ce qui vient, ça peut stimuler un intérêt pour l'innovation qu'on n'avait pas forcément avant, quoi. Très clair. Merci beaucoup. C'est passé du moins 10 ans au mieux 10 ans. On a une. Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question? Il y a Adrien qui se posait une dernière question qu'on va prendre si vous êtes d'accord. Est-ce que vous avez la parole? Oui, bonjour. Merci pour toutes ces discussions. C'était très intéressant. Ma question porte sur la rentabilité des projets en tant que tels. On parle beaucoup de coûts, mais quels sont les gains des projets éco-responsables et puis comment est-ce qu'on peut les quantifier en tant que tels? Comment est-ce qu'on peut donner une certaine valeur justement à l'attractivité qu'un bâtiment éco-responsable peut créer, etc. Parce que ça, c'est des données qui vont être dans les mains de chaque promoteur potentiellement qui ont fait des projets. Mais pour les nouveaux promoteurs qui veulent se lancer dedans ou pour justement inviter à aller vers ce type de bâtiment-là, comment est-ce qu'on peut qualifier ou quantifier ça? Merci, Adrien. Je crois que Jean-Michel, tu es le premier à avoir... je vais l'amener parce qu'on en a quand même bien parlé. Serge a fait un super tour aussi là-dessus pour dire que les évaluateurs n'ont pas encore les données. Puis j'avais mis le lien du livre blanc. On vient justement avec nos étudiants à HEC Montréal, que je supervisais, de faire un gros tour de littérature pour voir comment ça se matérialise. Et présentement, on sait scientifiquement qu'un bâtiment durable va avoir une meilleure valeur dans certaines législations. En Europe, par exemple. On l'observe, moi j'ai eu des témoignages de gens, par exemple, en Floride, où le gain n'est pas nécessairement sur la valeur financière du bâtiment dans l'évaluation, mais plutôt sur le coût d'assurance. Et comme les coûts d'assurance font partie de ce qu'on doit évaluer, par exemple, sur la capacité d'emprunt,
parfois, ce n'est pas directement sur la valeur foncière, mais ça va être sur l'évaluation des assureurs, des coûts d'entretien qui doivent faire partie du calcul. Au Québec, présentement, on a travaillé et on n'a pas été capable de le démontrer. Il y a encore du travail à faire pour être capable de trouver les bons indicateurs pour dire qu'est-ce qu'un bâtiment durable, certification, résilience, est-ce qu'il est certifié ou juste performant, performance énergétique. Ce travail de fond-là, du parc immobilier dans son ensemble, est encore à faire, mais on connaît déjà le résultat. Et vous allez le trouver dans le livre blanc, on sait qu'il y a une meilleure valeur parce que ton coût énergétique est plus faible, ton coût d'assurance est plus faible. Ce sont des choses qui influencent directement sur la valeur. Mais on a fait le tour, on le sait, c'est juste qu'on n'est pas encore... La recherche doit encore rattraper pour être capable de dire précisément cause-effet, quel élément de durabilité amène le plus de valeur. Là où on sait le plus facilement, c'est au niveau de la performance énergétique, le coût, évidemment, mais surtout exposition au risque climatique. Si vous êtes présentement dans une zone inondable, votre valeur a pris l'eau, littéralement. Et au sens figuré aussi, dans les deux sens. Oui, non, absolument. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir à compléter le propos de Jean-Michel? Il y a plusieurs valeurs en fait. Hein. Il y a la valeur entre guillemets verte que j'attache au bâtiment et sur laquelle je vous ai évoqué tout à l'heure des éléments d'approche, mais qui ne se traduisent pas par une martingale en termes de temps de points de base en plus ou en moins pour les immeubles verts indistinctement. En fait, c'est un peu comme la commercialité ou des choses comme ça. Ça s'analyse beaucoup au cas par cas. Après, il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée parce qu'on est resté beaucoup sur le logement, mais qui touche plus les bureaux, c'est tout ce qui va concerner la valeur d'usage. Comment cette valeur liée aux fonctionnalités, aux usages pour le locataire de bureau, comment ça peut s'évaluer. Donc ça, nous, on a participé à des travaux avec une structure qui s'appelle Goodwill Management. On était, je ne sais pas, 6-7 participants, aussi EDF, Bouygues, enfin plusieurs. Et là, c'est en termes de productivité, de gain de productivité, de différence de productivité, je dirais constaté entre deux, calculé, pardon, entre deux immeubles, un immeuble où vous êtes et puis un immeuble cible où vous imaginez que votre société, votre entreprise va déménager. Donc là, c'est une différence sur la productivité qui fait un ratio entre la quantité de biens ou services produits et puis les coûts de production et on regarde lequel immeuble est le plus performant. En fait, ça vit dans un autre univers que la valeur de l'immeuble, la valeur d'expertise dont je parlais tout à l'heure. Il y a encore alors la question évidemment de la résilience qui est en train d'arriver, mais qui est assez compliquée à cerner. Pour autant, chez Covivio, nous on travaille avec MSCI en fait sur le Climate Value at Risk et qui nous permet en fait d'avoir cette évaluation par rapport à l'ensemble, à chacun de nos immeubles en Europe. Et puis, pour moi, c'est la synthèse de ces données-là et aussi de l'impact économique, socio-économique territorial qu'on mesure en fait. Alors là, c'est un autre type d'étude, je vous renvoie à mon rapport à ASE. Et c'est l'ensemble en fait de ces critères-là qui vont globalement arriver à une valeur durable à la fois pour votre immeuble et aussi pour votre entreprise. Merci beaucoup Jean-Éric. Hugo, tu as la main levée, ça va être d'ailleurs toi qui va être le mot de la fin de notre... oui, je pense qu'on va devoir clore, mais peut-être deux idées qu'on a moins évoquées. Puis pour essayer de répondre à la question, on a fait une étude pour le compte de la ville de Calgary qui se posait des questions sur la valeur avec des facteurs de durabilité pour analyser donc la valeur perçue au réel du patrimoine immobilier. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais donc essayer de donner aussi une valeur, donc un outil qui mesure certaines valeurs d'externalité. Donc, par exemple, le carbone intrinsèque, la gestion des matières résiduelles qui peut être associée à des démolitions ou constructions à neuf.
donc dans des cas d'études. Et l'autre point, justement, sur cette même idée d'externalité, alors que j'ai l'impression que c'est ça, on essaie de tester le modèle économique infini dans un monde fini. Une chose que plusieurs ne pensaient pas voir aussitôt au Québec, puis peut-être qui va permettre de faire bouger l'aiguille un peu, c'est les contraintes des utilités, des infrastructures. Donc, présentement, on a plusieurs promoteurs et ou municipalités qui viennent nous voir en disant ben, on a un projet pour construire 1000 portes, une nouvelle porte sur tel territoire, mais on n'est pas capable de distribuer l'eau potable ou il n'y a plus de capacité électrique sur le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, la résilience, ce n'est pas une idée abstraite, c'est une idée concrète. Demain matin, on a des projets de développement qui sont sur la glace parce que les infrastructures ne sont pas capables de supporter les nouveaux développements. Donc, on a une belle grande équation devant nous auquel le bâtiment durable constitue assurément une des réponses. Je trouve que c'est un excellent, et je pense que vous en conviendrez tous, un excellent mot de conclusion, et merci pour ça. Vraiment, Hugo, parce que je pense que ça complète le beau panorama. Je voulais vous remercier pour les questions que vous avez posées, Adrien et Pascal, puis vraiment vous remercier tous, Hugo, Serge, Jean-Éric, Jean-Michel, Olivier, Simon Brodeur qui travaille avec moi, et Marjolaine, justement, pour votre riche contribution sur cet échange d'aujourd'hui. On a dépassé largement le temps prévu, mais je crois aussi que nous avions un sujet passionnant et peut-être qu'il aurait fallu aller 2 ou 3 webinaires pour pouvoir l'approfondir davantage. Donc, merci à tous pour ce temps et on vous souhaite, pour certains, une excellente soirée, puis pour les autres, une excellente après-midi. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne Merci. journée. Bonne journée, bye. Et Merci beaucoup. Au revoir.